Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Paquin et Frédéric Gagnon pour parler de géopolitique québécoise. Bref présentation. Là, d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors Stéphane Paquin détient un doctorat en Sciences Po de Paris et est professeur titulaire en politique publique et en économie politique internationale à l'École nationale d'administration publique. Il est titulaire de la chaire Jarilowski sur la confiance et le leadership politique de l'UQTR en collaboration avec l'ENAP, ainsi que directeur du groupe de recherche et d'études sur l'international et le Québec, ou GERIC. Oui. Mais Monsieur Paquin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et de l'Observatoire des conflits multidimensionnels, et professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Merci d'être avec nous. Bonjour, fait plaisir. Oui, Merci bonjour. de nous recevoir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a un sujet qui est assez brûlant d'actualité et qui change à chaque jour. Donc, je vais quand même préciser qu'on enregistre aujourd'hui le 19 janvier. Donc, puisque les choses changent très vite, les gens auront un peu de recul sur notre conversation et le cadre dans lequel elle prend part. Alors, avant de débuter l'entretien, puisque le Québec n'a pas l'habitude de penser nécessairement en termes géopolitiques, parce que, bon, on n'est pas un État souverain, pourriez-vous y aller d'abord avec une petite définition de la géopolitique, de ce que c'est, et nous dire pourquoi il est nécessaire de s'y intéresser là, sérieusement, y compris à l'échelle québécoise? Est-ce que tu peux y aller ou... Oui, je peux y aller. Le mot géopolitique est devenu à la mode. Là, on a l'impression que beaucoup de gens l'emploient aujourd'hui ou un peu plus qu'il y a 10-15 ans. C'est probablement signe que les gens s'inquiètent de ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que ça brasse là, avec l'intervention en Ukraine qu'on a vue, l'intervention de Trump au Venezuela il y a un peu plus de 10 jours maintenant. Mais on ne définit pas toujours ce qu'on entend par géopolitique. On entend, disons, le terme dans les milieux d'affaires aujourd'hui. Il y a des leaders d'État qui l'utilisent plus qu'avant. Mais une définition classique de la géopolitique, ce serait au fond les liens à l'international entre la puissance et le territoire, la puissance et la géographie. Ça, c'est une façon très, très classique de définir ce que c'est. Puis pour le Québec, ce que ça peut vouloir dire, c'est que de vivre aux côtés d'une superpuissance américaine, on est à 45 minutes de la frontière américaine, ça peut avoir des conséquences. On est un peu pris avec notre géographie. On fait beaucoup de commerce avec les États-Unis. On a un président en ce moment qui veut faire en sorte que, à Washington, qui veut faire en sorte que la superpuissance américaine est un peu plus prédatrice qu'avant, un peu plus imprévisible qu'avant. Une superpuissance qui a l'œil sur des ressources qui sont de ce côté-ci de la frontière et on est pris avec notre géographie, donc peut-être un petit peu plus vulnérable à ça que l'Ukraine l'est par rapport aux États-Unis, quoique ils ont des enjeux avec une autre puissance voisine, la Russie. Et bon, c'est une définition classique de la géopolitique. Peut-être Stéphane pourra ajouter quelques mots, mais ce que je dirais, c'est qu'avec Trump, on en parlait un peu avant d'entrer en ondes. Il y a un autre terme peut-être qui est plus intéressant que géopolitique pour comprendre ce qu'il fait, puis c'est le concept de géoéconomie. C'est-à-dire comment des États dans le monde recourent à divers outils économiques, les tarifs commerciaux, les sanctions économiques et tout ça, pour accroître la puissance de leur pays. Et avec Trump, on le voit, ils mènent des guerres commerciales, ils nous imposent des tarifs et ils exigent au fond des concessions de notre part sur toutes sortes d'autres questions frontalières et tout ça. Et Trump, au fond, accorde beaucoup d'importance à ça et dans les théories plus sur la géopolitique, ce sont des auteurs comme Édouard Luttwak qui avait parlé de ça au début des années 90. Mais cette façon de faire le commerce, jouer du coude, imposer des tarifs, tout ça, ça n'avait pas été aussi populaire dans l'après-guerre froide, mais Trump revient avec ça, puis c'est le maître de ça à l'international en ce moment. Oui. Puis un des aspects qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on vit dans un environnement mondialisé. Donc, bien sûr qu'il y a des territoires, bien sûr que les États-Unis jouent de la puissance qu'ils ont accumulée au fil des années. Il n'y a pas vraiment de débat entre les experts pour dire que les États-Unis forment et de loin la première puissance militaire mondiale, c'est sans aucun doute, même pas de rivaux proches. Mais il y a aussi des flux financiers, il y a des flux migratoires, il y a des flux commerciaux qui font aussi en sorte que les États-Unis sont interdépendants du reste du monde. Et ça, c'est un des facteurs que Trump semble méconnaître ou oublier, ou volontairement ou pas, mais quand il met un tarif douanier à une importation canadienne qui va vers les États-Unis, il sanctionne aussi l'économie américaine parce qu'on est interdépendant économiquement. Donc, bref, de parler seulement en termes de géopolitique, ça vient
masquer un certain nombre de critères ou de facteurs qui sont extrêmement importants dans le jeu international. C'est pour ça, tu sais, autrefois, on disait géopolitique, après ça, on a parlé de relations internationales. De plus en plus, on parle de politique mondiale pour tenir compte de tous les paramètres, tous les acteurs. Donc, c'est un peu plus large que juste la Oui, géopolitique. puis on inclut l'aspect économique de L'aspect facto. économique, oui, absolument. Récemment, il y a la National Security Strategy 2025 qui est sortie. Qu'est-ce que pour vous, là, on sait que la précédente mouture datait de 2022, donc sous Biden. Pouvez-vous nous expliquer ce qui change avec cette nouvelle version? Oui, deux, trois choses. On peut commencer par... Bon, au fond, c'est une volonté, ça c'est clair, de rompre justement avec les documents qui avaient été rendus publics précédemment par les prédécesseurs de Trump. Tu sais, il aime toujours dire qu'il fait les choses autrement. Il aime déconstruire ce que ses prédécesseurs ont fait, surtout les démocrates, Biden, Obama et tout ça. Mais il propose quand même dans ce document-là une petite révolution, une autre façon de voir le monde à plusieurs titres. La première chose qui frappe en lisant ce document-là, c'est que Trump dit on ne peut pas être partout dans le monde. On ne peut plus vraiment, c'est pas nécessaire. On doit choisir nos priorités et nos régions prioritaires. Ça, c'est la première chose. On veut plus gaspiller notre énergie pour essayer d'être un hégémon mondial. Par contre, on va essayer d'être un hégémon dans les Amériques. On va se concentrer sur ces régions-là en particulier, sur cette région-là en particulier. Puis on le voit, là, il y a l'intervention au Venezuela récemment, il y a l'œil sur le Groenland, il a parlé du Canada en disant que le Canada devrait être le 51e État. Et donc, Trump renoue avec la doctrine Monroe de 1823, le corollaire Roosevelt de 1904, deux présidents qui disaient... En gros, les Amériques, c'est notre cour arrière, puis on doit assurer notre hégémonie dans cette région-là. Et on a le droit de jouer du coude, justement, de mener des interventions militaires, de violer même la souveraineté de certains États, je pense encore au Venezuela, pour atteindre des objectifs de politique étrangère américaine. Puis là, il y a plusieurs objectifs qui sont cités là-dedans. Lutte contre le narcotrafic, contre l'immigration. On veut aussi expulser la Russie et la Chine des Amériques parce que cette administration-là voit le monde comme étant constitué de 3 blocs au moins. Des sphères d'influence, les États-Unis dans les Amériques. La Russie peut bien faire ce qu'elle veut aux portes de l'Europe. C'est pas dit comme ça, mais entre les lignes, on peut comprendre que c'est un peu l'idée. Et la Chine, ben, pas d'affaires dans les Amériques, mais au fond, si elle veut un jour intervenir à Taïwan, on n'est pas sûr que nous, on va réagir ou l'empêcher de faire ça. Et le dernier truc que je dirais et qui, moi, m'a frappé, c'est que c'est une stratégie de sécurité nationale qui dit clairement que Trump s'attend à ce que les gouvernements et les régimes des Amériques, peu importe leur forme, des dictatures, des démocraties, ça, c'est pas important pour Trump. Ce qu'il faut, ce sont des leaders dociles. De la stabilité aussi, si je ne me trompe Oui. pas. Ouais, c'est ça. Et des chefs d'État, au fond, qui vont démontrer qu'ils sont carrément et pleinement alignés sur les intérêts américains. Et pour le Canada, ça, c'est lourd de conséquences parce que Carney, on en reparlera peut-être, mais a peut-être déjà l'impression qu'il est obligé de multiplier les courbettes et les preuves d'alignement sur les intérêts américains en disant on va faire des concessions sur la frontière, sur toutes sortes d'enjeux pour démontrer à Trump, avant même que la négociation ait eu lieu, qu'on est prêt à faire de la plaventrisme, faire toutes sortes de concessions d'entrée de jeu et démontrer qu'on va perdre finalement dans la négociation avant même qu'elle soit engagée. Et dans le document, c'est clairement écrit que c'est une attente de Trump. Là, il faut démontrer qu'on est aligné sur eux parce qu'on a le privilège d'avoir une relation avec eux. On en a profité pendant des décennies, puis maintenant, on a une dette envers eux, finalement, et c'est ce qui est attendu. Donc, c'est lourd de conséquences pour nous, mais pour tous les pays des Amériques. Et pour le Canada, c'est particulièrement inquiétant, ce document. Je sais qu'Ottawa a réagi avec beaucoup d'inquiétude, justement, parce que le mot Canada n'apparaît qu'une seule fois dans le document. C'est pour dire que le Canada doit se désengager dans les relations économiques avec la Chine. Donc, le Canada n'est pas mentionné comme un partenaire pour la promotion de la démocratie, les droits de la personne, comme c'était le cas autrefois, parce que pour Trump, ça, ce n'est plus important. Et le Canada n'est plus non plus un partenaire commercial qui vise à sécuriser les chaînes de valeur. Bref, on a l'impression que le Canada est volontairement ignoré dans le document. Et ça pose un enjeu particulier, surtout que dans le document, on mentionne la relation privilégiée avec le Royaume-Uni et l'Irlande. Alors, c'est quand même fort de café de dire que le Royaume-Uni est un partenaire de choix des États-Unis, mais pas le Canada, le Mexique non plus,
de toute façon. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement important parce que le Canada n'est pas une grande puissance, comme vous vous en doutez. Mhm. Le Canada est au mieux une puissance moyenne. Puis la seule façon d'exister dans le système international, c'est par le multilatéralisme, c'est par la puissance du nombre plutôt que la relation de pouvoir brut avec les États-Unis. Parce que, je vais juste donner un chiffre pour que les gens comprennent, mais les exportations canadiennes vers les États-Unis, c'est environ 20 de notre PIB, 20 de notre économie. Mais les exportations américaines vers le Canada, c'est à peu près 2 de leur économie. Alors, évidemment, notre dépendance économique fait en sorte que nous, on a beaucoup de difficultés à se désengager de notre relation avec les États-Unis, alors que l'inverse n'est pas vrai. Mhm. Peut-être pour certains États, c'est différent. Si on regarde au niveau étatique dans le nord, Bon, dans le évidemment, nord-est les des États États-Unis. Oui, c'est frontaliers, ça. il y a un niveau de dépendance, surtout on prend des États comme le Vermont, que Mhm. la population du Vermont est un petit peu plus grosse que la région de Sherbrooke. Alors, vous imaginez bien que pour eux, le commerce avec le Canada est important. Puis le gouvernement canadien le dit tout le temps, on est le premier partenaire commercial de 36 États américains, Mhm. ce qui est exact, mais ça ne représente Ils font quand pas le même que poids. 2 Oui, c'est du ça, ils font PIB pas le des poids. États-Unis. Et il y avait beaucoup de choses dans tout ça. J'aimerais peut-être revenir sur les questions qui sont évoquées, ben, en fait, les critères qui sont évoqués pour ce changement là, de donne politique, finalement, avec la NSS 2025. Est-ce qu'il y a un fond de vérité, selon vous, dans tout ça, ou c'est de la confabulation totale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des enjeux d'ingérence étrangère? Là, je pense au Canada, au Québec, plus précisément. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de narcotrafic, de tout ce qui est, bon, immigration? Vous les avez mentionnés, là, les choses qui sont mises de l'avant. Il y a peut-être aussi au niveau du contrôle des ressources stratégiques ou la question de l'Arctique aussi dans tout ça. Est-ce qu'il y a un fond de vérité finalement dans... Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur le... Ben, ça dépend des enjeux, en fait. Ça dépend Mm. des enjeux. Sur le, disons, je vais en prendre un ou deux, mais sur le narcotrafic, Mm. je veux dire, à la frontière canado-américaine, il n'y a clairement pas un aussi gros problème, un aussi gros enjeu que ce qu'il y a à la frontière américano-mexicaine. En termes de saisie. En termes de saisie, en termes Mm. de quantité de drogue qui traverse la frontière. Puis j'ai pas les chiffres en tête, mais c'était ridicule, au fond, là, la quantité de fentanyl qui traverse la frontière canado-américaine. Le problème, c'est que quand nos élus, quand notre gouvernement ont fait valoir ça aux yeux de leurs interlocuteurs américains, en fait, auprès de Trump, ce qu'ils ont dit, c'est ben c'est pas important, ça a augmenté, puis c'est ça qui nous inquiète. On négocie avec une administration qui accorde pas toujours beaucoup de valeur aux données factuelles, aux statistiques. Ça, c'est. Puis Trump en fait ce qu'il veut, des statistiques. Quand il y a des statistiques sur l'emploi qui font pas son affaire, il procède au renvoi de la personne qui produit ces stats-là, puis il embauche quelqu'un d'autre, puis il dit que ça n'existe pas. Et Ottawa est un peu pogné avec ça, entre guillemets. La conversation, le dialogue, les arguments, les faits comptent beaucoup moins que ce qu'on voyait avec Biden, Obama, puis même que ce qu'on voyait avec Trump 1.0. Il y a beaucoup Bon, c'est la fin justifie les moyens avec cette administration-là. Ils sont très cyniques, ils ont une vision très cynique aussi de la politique, des relations internationales, puis ils n'hésitent pas, en toute connaissance de cause, à dire autre chose que ce qui est vrai, tout ça. Puis on le voit avec Stephen Miller, là, un des conseillers de Trump, qui dit sur le Venezuela, ils nous ont volé le pétrole, donc c'est normal qu'on y retourne. Ça fait des décennies qu'ils nous volent notre pétrole. Bon, il dit qu'ils ont expulsé les entreprises américaines du pays quand ils ont nationalisé le pétrole, mais est-ce que les ressources appartenaient vraiment aux États-Unis? Poser la question, c'est y répondre. Et sur le Groenland, Stephen Miller disait récemment, on ne comprend pas pourquoi c'est un territoire semi-autonome du Danemark. Hein. Les États-Unis sont la principale superpuissance de l'OTAN. Ce serait naturel que les États-Unis aient le contrôle de ce territoire-là. Et Stephen Miller et des membres de l'administration savent très bien pourquoi il en est ainsi, mais leur objectif, c'est d'habituer lentement mais sûrement leurs partisans à l'idée que ce qu'ils s'apprêtent à faire est tout à fait normal et acceptable. Donc, il y a plein de choses qui ne tournent pas rond dans le discours de Trump sur la relation avec le Canada, l'affaire du narcotrafic, j'en ai parlé. L'immigration, même chose. En même temps, sur le fentanyl, je veux dire, on a objectivement un problème de fentanyl, là, Oui. à la fois au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est quand même bien de s'intéresser à savoir d'où cette drogue vient parce que ça cause quand même beaucoup de dommages, là, on le Oui. voit. Donc, enfin, je sais pas, je suis perplexe parce que c'est vrai qu'on
on voit que les chiffres de saisie comme tels aux douanes, mais est-ce qu'on peut se poser la question à savoir si on n'est peut-être pas très bon pour faire des saisies ou enfin, ça pose une question. Le là, cœur du sur débat, c'est Ouais. est-ce que le fentanyl rentre aux États-Unis par l'intermédiaire du Canada ou Mm. par l'intermédiaire du Mexique ou même de la Chine? Pardon. Les données qu'on a disponibles nous indiquent que ça vient plutôt du Mexique ou de l'Amérique latine en général que par le Canada. Donc, l'accusation qui est jetée au Canada de dire que nous sommes responsables du trafic de fentanyl et pour cette raison, on doit se faire opposer des tarifs douaniers. Puis le fentanyl qui est au Canada viendrait aussi des États-Unis, viendrait du Canada. Ça va dans les deux sens, mais ça passerait par la Chine. OK. Donc, Mais- ce serait l'accusation de Trump. Et évidemment, Trump ne dira jamais ça, là, mais s'il regardait un petit peu l'histoire de la lutte contre la drogue, qu'ont mené d'autres présidents. Oui, Bon, on s'en on souvient. parle de Ouais. Nixon, on Ouais. peut remonter jusqu'à Nixon, on peut tous les regarder. Ils ont eu tendance, comme Trump le fait, mais Trump le fait encore plus, à dire que c'est uniquement un problème de politique internationale. C'est-à-dire que le problème se règle à l'extérieur des frontières américaines. Mais cette façon de voir la lutte contre la drogue a mené à des échecs colossaux. Hein, ils ont lutté contre la production de coca dans la région andine. Clinton avec le plan Colombie, W. Bush a poursuivi ça. Et ça n'a pas rendu la cocaïne moins disponible dans les rues américaines. Ça n'a pas nécessairement fait baisser le coût de la cocaïne non plus en sol américain. Et ce que les critiques de ces politiques-là disent, c'est que, oui, il y a le volet international de ça, mais tu as un volet de politique intérieure aussi, qui passe par quoi? De la prévention, davantage de soins, davantage d'investissements en matière de santé, de la prise en charge des gens qui consomment. Et si on veut aller plus loin aussi, Trump mène des politiques économiques qui peut-être accélèrent encore davantage l'érosion de la classe moyenne. Il dit qu'il veut donner de bons emplois aux Américains américaines. Il y a beaucoup d'Américains américaines au cours des dernières décennies qui ont pratiquement tout perdu en raison des crises financières. Celle de 2007 à 2009, les difficultés économiques au sortir de la pandémie, des gens qui sont en détresse et qui se tournent vers ces substances-là et qu'il faudrait aider en sol américain. Mais ce volet-là, Trump l'évacue totalement en disant que c'est la faute des autres à l'international si on en consomme tant de fentanyl en sol américain. Puis pour ce qui est de la question des minéraux critiques et de l'immigration dont vous avez parlé tout à l'heure, bon, la question des minéraux critiques, les Américains possèdent des minéraux critiques sur leur territoire. Ils les exploitaient jusqu'à il n'y a pas très récemment, mais une des raisons pour laquelle ils ont cessé de les exploiter, c'est que ça coûte excessivement cher. Ça coûte beaucoup moins cher de les importer de la Chine, par Et exemple. c'est très Évidemment. polluant aussi. Et c'est très polluant. Et ces politiques-là qui ont visé à sous-contracter à la Chine, dans le fond, la production des minéraux critiques, a eu pour effet que maintenant, on n'est pas seulement les États-Unis, mais la plupart des pays du monde extrêmement dépendants de la Chine pour certains minéraux critiques. Alors, quand on nous dit on va aller envahir le Groenland pour accéder aux minéraux critiques, mais attention, avez-vous pensé au coût pour les exploiter? C'est la même chose que pour le territoire américain ou le territoire canadien. La raison pour laquelle le plan Nord au Québec a été un échec relatif, c'est que ça coûtait juste beaucoup trop cher à connecter le Nord au reste de l'économie québécoise, puis les investissements n'étaient pas au rendez-vous. Donc, c'est pas que les minéraux critiques sont inaccessibles, c'est que le coût pour les exploiter est beaucoup trop élevé. Alors, on préfère importer les produits faits en Chine. Pour ce qui est de la question des migrations, si on regarde les chiffres d'immigration nette des États-Unis, bon, au Canada, on a trois fois plus d'immigrants que les États-Unis en pourcentage de notre population. Donc, est-ce que les États-Unis ont une très forte... Bon, par rapport au Canada, non. Par rapport à certains pays européens, oui. Après ça, vous pourrez dire que c'est vrai que l'immigration a tendance à se concentrer dans un certain nombre d'États, surtout les États frontaliers du sud de la frontière ou des États comme New York ou l'Illinois. D'accord, donc ça vient changer un petit peu les chiffres. Mais je vais quand même souligner un paradoxe parce que Trump nous dit « Je veux rapatrier les emplois industriels aux États-Unis ». Puis la plupart des emplois industriels dont on parle, ce sont des emplois où les salaires sont assez bas. Et donc, qui vont accepter d'aller travailler dans ces emplois ou qui vont aller travailler dans les hôtels ou dans la restauration? C'est souvent des gens issus de l'immigration. Et là, avec la politique de Trump et surtout la police ICE, là, que vous voyez faire des dégâts aux États-Unis, une politique extrêmement agressive il y a même eu des meurtres, là, des violations des droits de la personne, évidemment, mais jusqu'aux meurtres qui ont été justifiés politiquement par l'administration américaine, c'est extrêmement grave. C'est une incohérence incroyable face au fond des choses sur leur politique. Peut-être les deux derniers points sur la question de l'ingérence étrangère puis la question de l'Arctique. Je sais que ça pourrait être des épisodes entiers, là, mais rapidement. Ingérence étrangère, on peut rajouter la question de la désinformation qui est liée. Dans le fond,
La désinformation et l'ingérence étrangère, c'est qu'on sait que certaines puissances étrangères, bon, on va la nommer, on va en nommer quelques-unes, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Russie, notamment, vont utiliser des outils de deepfake, de désinformation sur les réseaux sociaux. Ils peuvent même aller jusqu'à recréer des pages de nouvelles qui sont entièrement fausses, de telle façon à accentuer la division, le ressentiment dans les sociétés occidentales comme le Canada ou les États-Unis. Donc oui, ça, c'est un phénomène qui existe. La commission Hogg au Canada l'a identifié. Elle n'est pas arrivée à la conclusion que ça avait changé le résultat des élections, mais que le phénomène était important. Le phénomène est très important dans d'autres pays. Les États-Unis, l'ingérence face aux élections de la Trump 1, justement, où la Russie était revenue de façon assez nette, ça a été documenté parce que le principal enjeu de la désinformation liée aux puissances étrangères, c'est que c'est extrêmement difficile à démontrer parce qu'ils utilisent typiquement des proxys pour faire leurs interventions, ce qui fait on est pratiquement toujours incapable de retrouver la ressource exacte. Et par ailleurs, il y a énormément de personnes qui, dans leur sous-sol, créent de la désinformation et des deepfakes, mais de façon, disons, amateur, ce qui est pas tout à fait la même chose. Puis à ça, on peut rajouter ce qu'on appelle, nous, dans le domaine, la mésinformation, c'est-à-dire c'est de la désinformation, mais qui n'est pas malveillante. Alors ça, c'est des choses qu'on peut voir on peut voir même dans les médias, quand des journalistes se prononcent sur des questions étrangères en étant plus ou moins compétents, bien là, des fois, ça peut créer une forme de mésinformation. Donc, bref, tout ce phénomène-là existe. Et c'est vrai que ce sont des enjeux importants. Mais d'ailleurs, pour faire le lien avec Trump, Trump est une des plus grandes sources de désinformation dans le monde. Hein, parce que, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a négocié le premier accord de l'ACEM, l'accord de commerce Canada, États-Unis, Mexique, Trump, à tous les jours, sortait des informations qui étaient inexactes, qui étaient fausses, qui étaient volontairement fausses. Je peux vous donner un autre exemple, celui de la proclamation lors de la dernière élection présidentielle où il a dit que les élections avaient été volées. Ben, ça, c'est une forme de désinformation assez nette. Alors, à l'époque, le Canada, pour la première négociation de l'accord de commerce, avait fait plusieurs interventions structurées aux États-Unis. La stratégie canadienne était typiquement d'utiliser des sources américaines pour démontrer que le président des États-Unis mentait dans ses façons d'intervenir face au Canada. Ça avait relativement bien réussi. Mais cette fois-ci, l'entourage de Trump a bien fait comprendre aux gens qui travaillent à l'ambassade du Canada ou les réseaux du Québec à l'étranger de ne plus utiliser cette stratégie pour faire pression sur l'administration Trump parce que si on le faisait encore, on se ferait sanctionner par des tarifs douaniers. Mm-hmm. Donc, pas trop d'inquiétude du côté de l'ingérence en termes d'espionnage ou de personnes qui sont activement en train de rentrer Est-ce dans qu'on des parle structures. du Canada ou des Oui, États-Unis? du Canada. Okay. Parce que là, vous parlez plus de désinformation, de mésinformation et tout, mais en termes d'espèce d'ingérence politique concrète là, dans les instances, dans les institutions, vous n'avez pas d'inquiétude, vous, de ce côté-là? Non, je suis quand même inquiet. Okay. Le Canada a été très faible dans les dernières années, surtout sous la période de Justin Trudeau. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Là, il y a eu des assassinats politiques commandés par des gouvernements étrangers. Là, je parle du gouvernement indien au Canada. C'est quand même quelque chose. Hein. Le gouvernement chinois avait ouvert un peu partout sur le territoire canadien, mais pas seulement au Canada, dans plusieurs autres pays, des postes de surveillance pour les citoyens. Dont ici, tout près, là, si je me trompe pas, à Brossard. Exactement. Ouais. Ça, ce sont des choses qu'un pays souverain, qui a une certaine conception de la sécurité de ses citoyens aurait dû dénoncer de façon beaucoup plus forte que dans le passé. Et ensuite, on sait qu'il y a eu des tentatives d'ingérence de l'Iran, de la Russie, de la Chine, encore une fois. Donc, tout ça est extrêmement important. Et aussi des États-Unis. Ouais. Non, c'est ça. Ça a été mentionné tout à l'heure, mais à la chaire Raoul Dandurand, on a un observatoire des conflits multidimensionnels. Chaque année, on publie un rapport annuel sur les cyberincidents géopolitiques touchant le Canada. Et Stéphane a tout à fait raison. On est la cible d'attaques, de cyberattaques, cyberespionnage de la part de la grande puissance, la superpuissance chinoise. Je me rappelle quand Biden et Trudeau ont annoncé une collaboration accrue canado-américaine dans divers secteurs, semi-conducteurs, les minéraux critiques et tout ça. On a vu la Chine mener des campagnes de désinformation visant des entreprises canadiennes qui œuvrent dans ces secteurs-là parce que la Chine voit ça comme de la concurrence, tout ça. C'est ça. Ce qui est particulier avec le Canada,
Et le Québec, c'est qu'on vit maintenant dans un monde où il y a potentiellement 4 grandes superpuissances un peu inquiétantes pour la suite des choses. Il y avait la Russie en raison de la position du Canada sur l'Ukraine, la Chine en raison de l'affaire des deux Michael, Meng Wanzhou. Là, M. Carney est allé rencontrer le président Xi. On verra si ça permet de relancer un petit peu cette relation-là. Mais bon, elle a été super tendue au cours des dernières années. Avec l'Inde, ça a été mentionné aussi. Et avec les États-Unis maintenant. C'est une superpuissance qui a un comportement prédateur à l'égard du Canada, à l'égard du Québec. C'est une superpuissance inquiétante. Et quand on est à l'international dans nos conférences, tu te rappelles, on était au Japon. À un moment donné, on donnait une école d'été au Japon. Et les étudiants et étudiantes japonaises nous disent... c'était avant la réélection de Trump, mais on entendait des gens nous dire, vous êtes chanceux au Canada, vous vivez aux côtés d'une superpuissance, mais elle est relativement pacifique, Apaisé. pas trop tough à votre égard. Nous, on pense toujours à la Chine, puis on n'ose même pas penser à ce que c'est à Taïwan. Et une autre fois, on donnait une conférence à Helsinki, en Finlande, fait la visite des pays baltes. Et un étudiant en Lituanie m'avait dit, vous êtes chanceux d'être au Canada, vous avez la Russie On a la Russie, nous, juste à côté, et on est très inquiet de ça. Ce qu'il avait oublié, c'est que la Russie n'est pas très près du Canada non plus, via l'Arctique. Exact. Mais maintenant, on vit dans un monde où on est aux côtés aussi d'une superpuissance inquiétante, En fait, on est comme prédatrice. encerclé, là. On est comme encerclé, on est Ouais. là-dedans. Ouais. Et je ne veux pas trop inquiéter les gens à la maison, mais il faut y penser. Il faut ajuster nos politiques en conséquence. Puis il faut arrêter de se dire que c'est passager. Pendant le premier mandat de Trump, les gens nous disaient, ça va passer. On ne peut pas croire qu'il va être le 8 ans. On ne peut pas croire qu'il va être élu. Ses conseillers disent le contraire de lui. Ça va passer. C'est un 4 ans. On se ferme les yeux, on se pince le nez, puis on attend que ça passe. Mais là, on n'est plus dans le passager. Et il y aura probablement des héritiers politiques, ce monsieur aussi. Il va, la santé, la mort va le rattraper, hein, il ne sera pas là pour toujours, mais là, on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre Il y a des la balle au successeurs. bon. Mais Et il y a d'ailleurs- des successeurs politiques. D'ailleurs, en tout cas, ça pose la question parce que le NSS, ça provient de l'État. Oui, c'est pas Trump qui a écrit c'est ça, ça. là. Puis, donc, puis on entend un peu des critiques là, des démocrates et tout, mais pas tant. Puis, tu sais, même si on pense à l'idée du Groenland, c'est pas non plus une idée qui sort de nulle part. Je veux dire, ça remonte à loin. Est-ce qu'on n'est pas en train justement de rentrer dans quelque chose où, que ce soit Trump ou quelqu'un d'autre, qu'en fait, ce soit un changement qui devienne un petit peu plus, justement, Mais présent deux, et trois mots constant? là-dessus très, très vite. Trump le dira jamais, il le présentera jamais comme ça, mais ce document de stratégie de sécurité nationale, pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est le reflet d'une réalité internationale qui a changé. Donc, au-delà des alternances politiques à Washington, on le voit, les démocrates et les républicains ne s'entendent pas sur grand-chose, mais il y a cette prise de conscience que les États-Unis se sont fait rattraper désormais par la Chine. C'est un repli stratégique. C'est un repli stratégique. Et évidemment, si les démocrates reviennent à la Maison-Blanche après l'élection de 2028, c'est pas du Trumpisme, c'est différent. Mais avec Biden, il y avait quand même du protectionnisme à l'égard du Canada. Il y avait cette idée aussi que le Canada doit démontrer qu'il va être utile à la mission première des États-Unis pour la suite des choses, et c'est la gestion de la concurrence avec la Chine. Donc, quand Biden et Trudeau s'étaient rencontrés, une annonce dans le secteur des semi-conducteurs, on parlait de ressources stratégiques qu'il y a au Canada qui peuvent être utiles aux États-Unis pour cette concurrence avec la puissance chinoise. Fait que moi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas passager, c'est plutôt... ça va s'inscrire dans la durée parce que c'est le reflet du fait qu'on est dans un monde multipolaire où il y a au moins 3 grandes puissances et où ces puissances-là, la Chine, la Russie, en fait, elles peuvent se permettre de faire toutes sortes de choses à l'international, comme envahir l'Ukraine, parce que Poutine sait très bien que c'est plus difficile qu'au lendemain de la fin de la guerre froide pour les États-Unis d'empêcher ce genre de choses-là. Oui, ça m'amène à ma prochaine question. Dans ces circonstances-là, puis là, on en a parlé un peu de la mission de Carney en Chine, mais est-il sage pour le Canada de se rapprocher de la Chine? On comprend qu'il y a 2 aspects. Là. Il y a un aspect économique, commercial, puis il y a aussi l'aspect de qualifier de partenaire stratégique. On parlait au début de l'entrevue que Trump semblait faire fi des droits de la personne. Longtemps, le Canada s'est dit attaché à ces valeurs-là. Là, ça nous place dans une position un petit peu ambiguë. Je suis encore ambivalent sur ça. Il y a du pour et du contre. Le contre, c'est que, premièrement, plusieurs personnes ne le savent pas, mais dans l'accord de commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, il y a une clause qui dit que lorsque un des 3 pays veut faire un accord de commerce avec une
Ouais, une vous m'avez économie dit non non marchande, là, marchand, bon, ouais. alors c'est la Chine en somme, il doit informer les deux autres pays de son intention 3 mois à l'avance. Alors, je pense que le Canada n'a pas fait ça. Alors là, on se met dans une situation où on est en renégociation, révision de l'accord de commerce avec les États-Unis, puis on vient de ne pas respecter l'esprit de l'accord. Mm. Même si les premières réactions de Trump ont été plutôt favorables au fait en disant que c'est un peu normal pour le Canada de chercher à s'équilibrer avec la relation des États-Unis en développant une nouvelle relation avec la Chine, il reste que c'est un enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que le Canada a besoin de la règle de droit à l'international, du multilatéralisme. Il ne cesse de le dire depuis 10 ans. Alors, ce que Carney vient de faire, mais on ne sait pas c'est quoi exactement son accord de commerce, on ne sait pas trop la nature de ça, mais ça viole aussi la façon de procéder à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, le Canada lui-même est en train de torpiller les institutions sur lesquelles il se repose pour le fonctionnement du système international. Fait que ça, c'est le côté ambivalent, plutôt négatif. Côté positif, est-ce qu'il y a une doctrine Carney, en fait? Est-ce que Carney est en train de se donner des munitions dans sa négociation avec les États-Unis? Parce que ce qui semble probable à l'heure actuelle, c'est que l'accord de commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique ne sera pas renégocié substantiellement. Probablement, il pourrait même disparaître. Mais il est fort probable que les Américains et le Canada négocient une entente bilatérale. On sait qu'il y a une négociation en cours en ce moment avec les États-Unis et le Mexique qui avance bien. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que Carney veut dire aux Américains, si vous êtes trop dur avec nous dans le secteur de l'automobile ou dans tel autre secteur, sachez que nous, on peut se retourner vers la Chine? C'est peut-être ça son pari. Alors là, il reste à voir si ça fonctionne, mais ça semble quand même faire un pas sur le fait que la Chine est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui utilise du travail forcé chez les Ouïghours, et le Canada venait juste d'adopter une législation où vous devez interdire l'importation de produits issus du travail forcé. Donc, le Canada est quand même en train de se renier profondément sous l'administration Carney depuis maintenant le printemps dernier. Quelque chose à ajouter là-dessus? Non, non, je suis d'accord avec Stéphane. J'aimerais pas être dans les chaussures de M. Carney. Il avait promis, lorsqu'il a été réélu, d'être très efficace sur la gestion du dossier canado-américain, mais on voit que c'est extrêmement compliqué. Et c'est bien beau de dire qu'on veut diversifier les exportations, diversifier les relations commerciales avec le reste du monde, mais bon, à ce que je sache, les leaders chinois ne font pas plus de cadeaux à leurs partenaires commerciaux que les États-Unis en font. Il y a aussi une volonté en Europe de créer de bons emplois pour les travailleurs des membres de l'Europe, des pays européens, avant qu'on en donne au Canada, tout ça. Donc, c'est un contexte international où le nationalisme économique est prononcé pas juste aux États-Unis, ailleurs aussi. C'est ça. Et Trump, pour ce qui est de sa déclaration à propos de la rencontre entre Kanye et le président Xi, moi, ce que je retiens de Trump, c'est qu'il peut bien dire ça aujourd'hui et le contraire le mercredi. Quand il a dit « Ah, c'est normal que Kanye fasse ça », bon, le contexte, c'était une conférence de presse un peu impromptue et tout ça. Puis Trump a tellement de choses en tête en ce moment que peut-être qu'il s'est dit ça, je vais en parler plus tard. Ouais. Ça va être plus simple pour moi de dire ouais, pas de problème, mais je les Parce que attends dans le c'est détour. ça. Je Son les attends dans le conseiller détour. a Oui, été très négatif. l'administration Ouais, a c'est ça. dit Greer prenez était très garde et négatif. tout. Jameson Greer, ouais. Puis en fait, ça rappelle un peu quand la pub ontarienne était sortie. D'abord, il avait comme un peu minimisé à la blague, puis finalement, il s'est vraiment fâché. Exactement. Donc, oui, à suivre, mais Une bombe à retardement. exact. Mais d'accepter, par exemple, davantage de véhicules électriques chinois en sol canadien peut être vu comme une potentielle concurrence pour les constructeurs américains qui produisent des véhicules électriques. Donc, et Trump a vraiment l'industrie automobile à cœur. Ça revient souvent. Bon, c'est dans un État clé des élections présidentielles aussi, le Michigan. Il n'a peut-être pas réalisé ou il avait peut-être juste pas le goût d'en parler à ce moment-là, mais c'est clair que ça va être un enjeu. Ça pourrait revenir. Mais d'ailleurs, il y a pas, en tout cas, on pourrait peut-être avoir l'impression que M. Carney faisait un peu de la politique intérieure avec tout ça, peut-être favoriser un peu l'Ouest puis aux dépens Pour les tarifs de agricoles. l'Ontario. Puis même, je voyais que les producteurs de porc du Québec n'étaient pas très contents parce qu'en fait, leurs tarifs n'avaient pas été ajustés. Donc, tu sais, on priorise le canola, le pétrole. Donc, peut-être on essaie de calmer le jeu aussi dans l'Ouest. Oui, probablement. Oui, puis ça va être juste très, très vite. Puis je sais que Stéphane suit ça de plus près que moi. Mais la négociation commerciale que Carney va mener avec Trump,
elle va être complexe, oui, pour des raisons de politique intérieure et régionale. Tu sais, il y a la question de la gestion de l'offre, Oui, par exemple. Super important au Québec. C'est un système qui protège l'industrie laitière, des fermes laitières dans plusieurs régions. Beaucoup d'emplois dépendent de ça. On sait que c'est important pour le Bloc québécois. Et Carney a dit que ça ne fera pas partie des sujets dont on va discuter lors de la négociation, mais Trump va vouloir en parler parce que c'est important pour lui pour des raisons de politique intérieure. Au oui. Wisconsin, c'est un enjeu prioritaire. C'est un État clé des élections présidentielles. Les républicains veulent garder cet État-là en 2028. Donc, il y a vraiment Mais une incompatibilité totale ah, entre les intérêts de politique intérieure de Trump et ceux de Carney là-dessus. Mhm. Et si Carney plie, il il y y a un aura... mouvement souverainiste qui regagne en Il y en a même importance deux. Il au y en a un en Québec. Alberta Oui, aussi c'est C'est ça. ça, Il peut mais pas... ça devient même un enjeu pour la stabilité et du pays. Tout à Ouais. fait. en fait, pour la Ouais. stabilité du On Canada. va essayer de ménager la chèvre et le chou. Mais en fait, du côté de la gestion de l'offre, le 14 janvier, dans la presse, il y avait un article qui sortait qui disait qu'en fait, les Américains, ce qui sortait des négociations n'était pas nécessairement pour le fait en fait, ils ne souhaitaient pas la mort de la gestion de l'offre comme telle, mais simplement que les États-Unis puissent exporter ce à quoi ils ont droit dans l'entente, Ouais. finalement, puis qui ne sont pas du tout là. Donc, ça serait plus un rééquilibrage. Donc, ça Ouais. serait des bonnes nouvelles, peut-être, pour M. Mm. Carney. C'est Mais, tout à fait juste ce qui est écrit ouais. là. C'est que quand on a renégocié l'accord de commerce avec Trump il y a maintenant 5 ans, 6 ans, on avait donné un certain nombre de contingents d'exportation de lait des États-Unis vers le Canada et ces contingents-là ne sont pas remplis depuis 6 ans. Mhm. Donc, la version optimiste, c'est de dire, ben, on va limiter les obstacles qui permettent d'exporter, puis les Américains vont être satisfaits, donc on va pouvoir passer à un autre appel. Le problème, ça pourrait être aussi que les producteurs de lait de la Pennsylvanie, de 3 États pivots que Trump a gagnés, notamment, qui sont producteurs de lait, plus le nord de l'État de New York, vont dire, ben, nous, on est en surplus structurel de lait. Pourquoi est-ce qu'on est en surplus structurel de lait aux États-Unis? Ben, c'est parce qu'on est subventionné de façon directe et indirecte et on a de tels surplus qu'on veut trouver des marchés d'exportation. Les marchés d'exportation les plus proches de chez nous, c'est les grandes villes canadiennes. Donc, est-ce que le Canada va être capable de bloquer cette revendication? On a vu il n'y a pas si longtemps que le gouvernement Carney a lancé un ballon d'essai de dire nous allons leur permettre un accès plus facile sur les tablettes des épiceries canadiennes en diminuant un certain nombre de contrôles, puis en faisant en sorte notamment que les distributeurs ne seraient pas nécessairement canadiens. Il reste à voir, mais quand vous regardez les documents officiels qui ont été à la fois publiés par le United States Trade Representative, plus les discours de Trump et de ses conseillers, les questions agricoles sont souvent dans les premières mentionnées, le lait toujours très, très haut. Dans les deuxièmes enjeux qui sont importants pour nous, c'est toute la question qui touche le numérique. Donc, les services numériques, donc ça touche par exemple Netflix, ça touche par exemple Spotify ou des choses comme ça. Tout le débat au Québec sur la découvrabilité des contenus culturels en français ou au fédéral sur la taxation des services numériques pour financer l'industrie culturelle canadienne est en jeu. Et je vous ferai remarquer que dans une de ses dernières interventions à l'international, le ministre Stephen Guilbeault, qui était à l'époque Patrimoine Canada, donc à la culture, a demandé le report d'un vote à l'UNESCO sur la question de la découvrabilité. Là, personne n'a compris pourquoi. Mais évidemment, il faut faire le lien avec la négociation avec les États-Unis. Les Américains nous auraient sévèrement reproché le fait d'avoir cherché à créer un nouveau traité international qui aurait permis à des pays comme le Canada de mettre des restrictions sur les grandes entreprises numériques américaines. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui financent les élections de Donald Trump puis qui donnent énormément d'argent à l'administration américaine actuelle. Donc, pour le Canada, ce sont des négociations qui vont être extrêmement complexes. Des points d'achoppement multiples et compliqués à suivre. Alors, pour ce qui est, dans le fond, des implications de la NSS en Amérique, parce que, bon, il y en a partout. On le sait que l'Europe, ça pourrait être un tout autre sujet. Mais sur le Groenland, si on peut revenir... Là, la question est brûlante d'actualité, mais on a lu récemment dans The Economist que en fait, Washington soupesait différentes options, dont un scénario qui impliquait de faire un COFA avec un Groenland indépendant. Donc, ma question est la suivante. Là, sur toute la rhétorique du 51e État et tout, on a d'abord cru à une blague. Est-ce que vous pensez que c'est faisable concrètement d'ajouter des États aux États-Unis très facilement ou que c'était juste une formule comme ça pour frapper l'imaginaire? Puis est-ce que
effectivement, ça ne serait pas plutôt le COFA qui serait la formule retenue si jamais on en arrivait là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Sur le Groenland et sur le Canada. OK. Ouais. Mais sur le Groenland, on voit que Trump teste des idées. Mm. Et bon, c'est souvent ça. D'ailleurs, ses conseillers lui reprochent. Là, il parle et il réfléchit après. Il improvise beaucoup. Oui. Et bon, il avait parlé, bon, même Stephen Miller et d'autres conseillers de Trump avaient laissé entendre qu'il y aurait peut-être une intervention militaire pour prendre le Groenland tout simplement par la force. Le problème pour Trump, c'est que si on regarde en sol américain, cette option-là est très, très, très impopulaire. Je voyais des données de sondage la semaine passée qui démontrent que c'est près de 90% des Américaines qui veulent rien savoir de ce projet-là. Même l'achat du Groenland, ça, c'est une autre option qui a été évoquée. Oui, puis les chiffres étaient... Pas un scénario très populaire non plus. Il reste quoi? Bon, quelles sont les intentions de Trump? Il y en a qui disent qu'il parle fort pour forcer le Groenland, pas le Groenland, mais le Danemark à négocier un deal avec Trump. Quel serait ce deal? Accepter une plus grande présence américaine sur le territoire, que le Danemark investisse davantage en matière de défense pour assurer la sécurité du territoire, qui sur le plan stratégique est quand même un territoire important pour la sécurité des États-Unis. On note une présence militaire de la Russie, de la Chine dans la région, dans l'Arctique aussi. Il y a des visées de la Russie et de la Chine dans la région. Il y a toute la question des ressources également. Mais c'est très difficile de savoir ce que Trump a en tête. Puis je ne veux pas faire de psychologie à 5 sous, mais on a l'impression que plus le temps avance, plus il commence à penser en fait à son héritage personnel. Qu'est-ce qu'il va léguer aux Américains en matière de politique intérieure, mais en matière de politique étrangère aussi. Et j'ai l'impression qu'il se comporte de plus en plus comme l'entrepreneur immobilier de New York qui avait l'œil sur les plus belles tours de la ville et qui voulait acquérir les plus beaux bâtiments pour pouvoir projeter l'image d'un gagnant et dire que c'était un entrepreneur à succès et tout ça. On a l'impression que ce qu'il veut léguer aux Américains, c'est un territoire américain élargi, peu importe comment on procède. Ça, c'est le plan. Puis après ça, on regarde les options, mais c'est ça. Il n'y a pas d'appétit au Groenland non plus pour que le Groenland devienne un État américain. Évidemment, au Danemark, on rejette cette option-là. En Europe aussi. Et même chose au Canada. Il n'y a pas vraiment d'appétit pour ça non plus. Ce que Trump veut faire au Canada, c'est pas toujours simple de comprendre ce qu'il veut. Mais je pense que c'est... Bon, au-delà du fait que le Canada devienne un 51e État, je pense qu'il y a quand même un objectif de mettre la main sur certaines ressources stratégiques présentes sur notre territoire. Il parlait du pétrole au Venezuela, il y a les minéraux critiques dans le Nord. Moi, je ne sais pas quelle est la place des minéraux critiques dans la renégociation de l'ASEAN, par exemple. Est-ce que Trump exige, comme il le fait au Venezuela, que des entreprises américaines soient responsables du développement de ces minéraux critiques? C'est le genre de demande auquel il pourrait peut-être penser. Et je termine là-dessus. Je pense que tu avais publié une carte à ce propos sur un éventuel scénario où le Canada fait partie des États-Unis. Politiquement, c'est vraiment pas avantageux pour le Parti républicain. Non. Il y a probablement des gens qui ont fait comprendre ça à Trump aussi. Oui, c'est ça. Quand on regarde aussi aux États-Unis même, quelle est la tendance des prochains mois sur cette idée de Trump d'envahir le Canada? On sait qu'aux États-Unis, c'est une idée qui existe depuis longtemps d'absorber le Canada, depuis les fondations même des États-Unis, mais disons que depuis les 150 dernières années, c'était plus facile de faire un accord de commerce avec nous que de nous envahir ou nous vassaliser militairement. Là, qu'est-ce qui va se passer cette année aux États-Unis? On a les élections de mi-mandat qui s'en viennent. On a des jugements de la Cour suprême qui vont s'en venir aussi sur la légalité des tarifs douaniers. Ouais. On a aussi des sondages qui nous indiquent que la popularité personnelle de Trump commence à décliner. Je ne le considère pas battu, mais le temps joue pour le Canada, dans le fond, sur l'ensemble de ces questions-là. Puis après ça, si on pense à ses successeurs naturels, J.D. Vance, quelqu'un qui est beaucoup moins interventionniste, au moins dans le discours, que ne peut l'être Trump, là. Puis Rubio semble plutôt intéressé par l'Amérique latine que par le Canada. Donc, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on a encore... Moi, je le prends au sérieux, Trump, quand il dit ces choses-là. Je pense qu'il faut vraiment se préparer à tous les scénarios. D'ailleurs, je voyais Mark Carney dire qu'il pourrait envoyer des soldats au Groenland. Je pense que je le ferais, ne serait-ce que pour m'assurer de la réciproque des pays européens. Si... de démontrer... En fait, c'est faire jouer dans la tête de Trump pour lui faire comprendre que le coût va augmenter significativement s'il passe à l'acte, dans le fond.
C'est pas simple comme question, hein, Non, mais tu sais, effectivement. j'aurais jamais Mais, cru qu'on allait parler de ça dans un entrevue. mais en fait, maintenant, c'est ça, c'est quasiment de la politique fiction, Ouais. en fait, ce qui est éludé dans tout ça, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, ne serait-ce qu'en politique intérieure américaine, d'intégrer un Oui. État que juste de dire 51e État, dans le sens où même Porto Rico n'est toujours Mhm. pas un État. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu, en tout cas, surfait ou Et puis le Canada, c'est monté en quand même un épingle. pays du G7. Oui. Je comprends qu'on a sous-investi dans que la relation militaire puis qu'on est très dépendant économiquement des États-Unis, mais ça reste qu'on n'est pas un si petit pays que ça. C'est 40 millions d'habitants. Tu sais, si c'était facile d'envahir un pays comme le Canada, ça se saurait. Regardez la Russie en Ukraine. Ils pensaient que ça prendrait 5 semaines. Oui, effectivement. Mais Mhm. apparemment qu'il y a des discussions déjà de certains souverainistes albertains. On parlait de mouvements peut-être internes au pays avec des personnes au sein de l'administration et que, dans le fond, les discussions seraient à l'effet que, justement, ça serait pour que l'Alberta devienne souveraine, mais justement un champion, comme je ne sais pas c'est quoi les mots dans le NSS, le champion régional, ou en tout Mhm. cas des termes similaires. Donc, pas nécessairement de l'absorber, mais d'avoir une forme d'entente autre. Là. Donc, Mhm. je ne sais pas si c'est ça qui est dans les cartons Ouais. ou Je ne sais pas, mais si c'est ça qui est dans les cartons, c'est une rupture assez claire avec la position officielle du gouvernement américain sur les mouvements séparatistes et souverainistes au Canada, parce que les prédécesseurs de Trump ont toujours dit que leur option favorite, c'était le statu quo, Mm, c'est-à-dire que le Canada reste ce qu'il est. Bon, on faisait référence surtout au mouvement souverainiste au Québec, oui. mais là, c'est une administration, oui, qui a tendance à diviser pour se donner un avantage dans toutes sortes de situations et qui pourrait avoir d'un bon œil des Mm. mouvements souverainistes, séparatistes en Alberta, peut-être au Québec aussi, je ne sais pas. Mhm. Mais Après, c'est ça ça, peut on est être... vraiment dans un autre univers. Ouais. Puis pour ce qui est du 51e État, euh, la façon Trump de négocier, c'est toujours un peu ça. OK? Le scénario à l'extrême, on menace, on va très loin, on demande la Lune et on obtient finalement, en faisant peur, beaucoup plus que ce qu'on pensait obtenir au départ. Mm. Et Trump n'a pas besoin de faire du Canada le 51e État formellement si déjà notre gouvernement accepte de laisser aller notre souveraineté en faisant toutes les concessions auxquelles j'ai fait référence tantôt. Mm. Bon, Carney dit on va embarquer dans le projet bouclier antimissile, on va faire ci, on va faire ça. Keystone XL, on relance, on laisse de côté nos valeurs, la lutte au changement climatique, tout ça, parce qu'on veut plaire à un président qui, oui, va piétiner notre souveraineté autant qu'il le peut. Et c'est un peu ça, au fond. On ne l'est pas formellement, mais où est-ce qu'on arrête dans l'abandon de notre souveraineté? C'est comme si on l'était un peu plus que quand Trump est revenu en janvier, parce qu'on a fait plein de concessions déjà. C'est ça. Ça, c'est le plus inquiétant, c'est que le Canada a déjà fait énormément de concessions depuis le début de l'année. Augmenter les dépenses militaires à 5 du PIB, c'est des engagements qui se Oui, chiffrent parce dans que les ça faisait milliards des de dizaines dollars. d'années qu'on peinait à arriver à 2, puis... Même pas à 2, hein, Oui, 1,2. c'est ça. Puis là, on dit qu'on va monter jusqu'à 5. Ouais. Ensuite, ils n'ont pas nié qu'ils pourraient participer au Dôme doré de l'administration Trump, qui pourrait coûter au Canada jusqu'à 40 milliards de dollars, Si ça va bien. ça, c'est le scénario optimiste. Ensuite, effectivement, on s'est retiré de la taxe sur les services numériques qui aurait rapporté au Canada 3 milliards de dollars pour la culture et les nouvelles au Canada. Ensuite, on a promis ou proposé de relancer Keystone XL avec les États-Unis. Ça n'a pas été accepté, mais c'est dans la discussion. On a le gouvernement Carney, qui a entraîné la démission de Stephen Guilbeault, a endossé l'idée de Stephen Guilbeault a développé des nouveaux pipelines au Canada, endossé l'idée déjà des histoires du passé. Tous les engagements climatiques du Canada sont en train de passer à la trappe les uns après les autres. Donc, on n'a même pas encore vraiment commencé la négociation, puis on a déjà fait toutes ces concessions. Alors, on est un peu surpris, ceux qui travaillent sur les questions commerciales, de voir à quel point, je pense sérieusement que le gouvernement Carney tablait pour qu'il y ait une entente quelque part au mois d'août de l'année dernière. Je pense qu'il sentait qu'il allait y toucher. Là, ils ont prétexté les publicités de l'Ontario pour dire que tout ça avait déraillé, mais je pense qu'il faut quand même être réaliste. À chaque fois que Trump a fait des ententes, même dans son premier mandat, on l'oublie, le premier mandat, il a fait un accord de commerce avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec le Canada et le Mexique. Tous ces pays ont été sanctionnés de nouveaux tarifs douaniers sur l'administration Trump 2. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a une entente avec l'administration Trump qu'on peut penser qu'il va passer à autre chose.
Hier, situation très, très étonnante du premier ministre britannique qui a dit ça suffit, là, les niaiseries des Américains. Là, parce qu'ils viennent, tu sais, les Ouais. Britanniques qui ont Les choisi la voie Français. aussi de la conciliation avec les États-Unis en cherchant toujours à ménager Trump, finalement, sont en monte. Tu sais, là, eux aussi là, vont avoir 10 de tarifs douaniers en raison de leur appui au Groenland. Oui, c'est ça. Et en plus, les concessions ne donnent pas grand-chose. Tu sais, la stratégie, c'est qu'on va faire des concessions, on va être bon joueur. Euh, et il va être bon joueur aussi. Pendant le premier mandat, c'était un il peu va, plus il ça. va être bon joueur Il aussi. était un peu Plus parlable. Mhm. Et on était dans un dialogue où, bon, on pouvait s'entendre. Mais là, c'est comme si... D'ailleurs, les diplomates canadiens et québécois présents sur le terrain nous le disent. Quand on en discute avec eux, c'est comme si on avait l'impression, je le disais un peu au début du balado, qu'on doit démontrer qu'on perd d'entrée de jeu. Avant même d'avoir négocié, il va falloir démontrer qu'on perd énormément. Lui prouver qu'on Qu'on fait des concessions qu'on énormes. accepte de perdre avec un grand P, sinon il n'y en aura pas d'entente. Mais c'est ça. Et est-ce qu'il va respecter la prochaine entente qu'on va signer avec lui? C'est pas sûr. Parce qu'il y avait l'ASEUM, puis là, c'est comme si l'ASEUM... Bon, puis là, en fait, j'ai envie d'aller vers le Québec. Le Québec, dans tout ça, Ouais. on l'a dit d'entrée de jeu, on n'a pas l'habitude de se penser comme un acteur géopolitique. Là, on le sait, on l'a dit, Mark Carney est pris avec des réalités régionales qui sont pas les mêmes. Ça va être compliqué de faire des omelettes sans casser des œufs. Quelle posture stratégique s'il peut en avoir une, le Québec peut adopter dans tout ça? Le Québec, a déjà un certain nombre de représentations à l'international. On est rendu à 33 dans 19 pays, ce qui est bien. Là, le gros effort, ça va être de chercher à diversifier nos exportations. Donc, limiter notre dépendance au marché américain. Alors, on est habitué au Canada et au Québec d'entendre dire que 75 ou à peu près de nos exportations vont aux États-Unis, ce qui est exact, mais une exportation, c'est à l'international. Fait que pour le Québec, il y a déjà, le marché canadien. Alors, la plupart des gens sont surpris d'apprendre qu'on exporte autant au Canada hors Québec qu'aux États-Unis en volume. Alors, si on pouvait substituer une partie de nos importations américaines pour des produits canadiens, déjà, ça ferait un gros effet. Le deuxième, c'est chercher à diversifier nos marchés. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vais vous dire, parce que notre principal partenaire ou notre principale porte d'entrée en Europe, qui est la France, vit son moment protectionniste aussi. Le gouvernement Macron cherche à torpiller un entente de commerce que l'Union européenne vient négocier avec les pays du Mercosur. D'ailleurs, même l'Italie s'est ralliée à l'idée, alors que l'Italie est typiquement aussi un pays plutôt protectionniste. Alors pour le Québec, ça, c'est un enjeu, parce que ce sont nos partenaires de l'AECG, ou ce que les Européens appellent le CETA. Les exportations canadiennes vers l'Europe n'ont pas augmenté aussi rapidement que les importations européennes vers le Canada, ce qui fait que notre solde commercial est plus négatif qu'autrefois. Le Canada est tellement dépendant du marché américain et c'est tellement plus facile d'exporter aux États-Unis que d'exporter ailleurs qu'on changer toute la logistique de nos exportations est un véritable enjeu. Mais là, en plus, on sent que la volonté politique est beaucoup moins qu'autrefois. Le Canada n'a toujours pas d'accord de commerce avec le Royaume-Uni. Maintenant, aller en Asie, on avait le blocage chinois qui était énorme en raison des conflits qu'il y a eu avec le gouvernement de Justin Trudeau. On avait aussi des défis importants avec l'Inde à la suite d'un voyage catastrophique de Trudeau. Bref, rebâtir nos relations commerciales pour le Québec, ce n'est pas simple, mais le gouvernement de la Coalition Avenir Québec avait fait une grosse réforme sur ces représentations économiques internationales en donnant un nouveau mandat Investissement Québec. Et ça, honnêtement, là, les chiffres des dernières années nous disent que ça performe relativement bien. Je pense que maintenant, il faut donner un coup d'accélérateur additionnel. Deuxième chose, c'est que le Québec peut aussi faire pression sur le gouvernement canadien. Et là, je dois admettre que c'est là que je suis un peu surpris. Sous Jean Charest, qui connaissait très bien les questions de commerce international, lui-même est extrêmement vocal, présent. Il avait nommé un négociateur en chef pour le Québec pour l'accord avec l'Union européenne. Ensuite, sous le premier mandat de Trump 1, Philippe Couillard avait nommé un négociateur en chef. Puis le rôle fondamental du négociateur en chef est de défendre les intérêts du Québec, surtout auprès du gouvernement canadien dans la négociation avec les États-Unis. Alors, le gouvernement du Québec n'a toujours pas nommé de négociateur en chef. On est rendu en janvier. La discussion doit être terminée pour juillet. Fait que toutes les discussions qui ont eu lieu l'année dernière, le Québec était plutôt aux abonnés absents.
Et les échos que j'ai de Québec et d'Ottawa, c'est que le gouvernement Carney décide en consultant très peu les provinces. Donc, le Québec est en train de perdre je dis comment je dirais ça, de l'influence sur la stratégie canadienne qui est vraiment claire et nette. Là. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un effort super important à faire parce que le Québec, ça ne peut pas faire d'accord de commerce lui-même. Donc, il doit passer par le gouvernement canadien pour C'est ces quand même négociations curieux que internationales. des gouvernements libéraux aient fait davantage qu'un gouvernement qui se dit nationaliste là, à cet égard. Ouais, oui. Mais enfin, quelque chose à ajouter sur... Ben non, je suis d'accord avec Stéphane. Moi, j'ai hâte de voir une chose, c'est-à-dire on parle de diversification et de regarder un peu plus ailleurs qu'aux États-Unis pour les exportations québécoises pour la suite des choses. J'espère que ça ne se traduira pas en réduction des ressources investies dans la représentation en sol américain, parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais il reste que, on parlait de géopolitique au début, la géographie, Oui, les habitudes, on les peut pas cultures faire fi. d'affaires, on peut pas, mais souvent, quand il y a eu des décisions à Québec, c'était de dire, bon, ben, on a un fonds à investir dans cette représentation-là. Si on est plus présent ailleurs, on va peut-être songer à fermer des bureaux en sol américain. Je pense qu'il faut plus de ressources de façon globale, mais certainement pas réduire la présence aux États-Unis, mais ajuster évidemment l'approche. Ajuster l'approche, puis avec Trump, par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est que la vieille façon de faire, c'est-à-dire on va essayer d'influencer le président en établissant des contacts avec des membres de son parti, au Congrès des États-Unis notamment. Ça marche moins qu'avant. Il faut trouver d'autres réseaux. C'est plutôt des gens d'affaires, peut-être des gens qui jouent au golf avec Trump. Non, mais c'est ça. Ouais. Il faut s'y prendre autrement. Mais on a souvent des discussions avec les gens qui sont présents sur le terrain, dans les bureaux du Québec, les délégations, et je trouve qu'ils ont ce réflexe-là déjà, et c'est certainement pas du temps perdu parce que cette façon de faire-là, on va devoir la conserver aussi pour la suite des choses. Dans le Parti républicain, tel qu'il s'est transformé, tout le côté formel des liens avec les membres du parti, tout ça, ça devient moins important. Puis c'est ça. Mais il faut conserver cette présence-là en sol américain, pas se décourager et dire, Non. bon, ben, on laisse ça de côté, Mais puis on va aller savoir ailleurs surtout. s'adapter, puis S'adapter, ouais. jouer mieux nos Puis, cartes. une Ouais. des innovations vraiment intéressantes que le gouvernement du Québec a fait aux États-Unis dans les derniers mois, c'est qu'il a réussi à convaincre un certain nombre d'États américains. Tu sais, on oublie, mais les États-Unis, c'est Oui. une fédération. Donc, Mhm. ils sont allés voir quelques États typiquement républicains, donc dont le Texas. Puis, ils ont adopté des résolutions pro-Québec, là, D'amitié. d'amitié, justement pour signaler, en fait, à l'administration Trump que le Canada n'est pas notre ennemi, le Québec non plus. Et ça, ce sont des choses qui peuvent être payantes à terme, là, évidemment. Il faudrait que le mouvement s'intensifie puis qu'il y en ait beaucoup plus, là, mais Après, on va peut-être avoir un travail inverse à faire aussi en sol québécois et canadien, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé quand même certaines armes là, qu'on comprend. contre les États-Unis, Oui, ben, c'est ouais, c'est ça, clair. mais en fait, comme on est pris avec notre géographie, il va falloir faire face au fait que ça va rester nos voisins. Est-ce qu'on pourrait plaider pour une diplomatie, là, on en parle au niveau étatique et tout, mais peut-être provinciale, mais même municipale ou régionale, qui serait plus affirmée? Là, je pense entre autres à l'initiative de Catherine Fournier qui avait pris la peine d'écrire une lettre dans les journaux locaux, je pense que c'était en Caroline, enfin là où il y avait une industrie aérospatiale pour plaider pour des partenariats. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là d'y aller peut-être au niveau un petit peu plus micro? municipal. Ouais. Oui, ben, ça existe un peu déjà. Tu sais, à Montréal, il y a un organisme qui s'appelle Montréal International, qui n'est pas que la ville de Montréal, mais toute la ville de la Cour-Nord et Sud. Il y a Québec International aussi qui fait la même chose. C'est surtout pour les questions d'attraction des investissements étrangers, de promotion des exportations, d'attraction aussi des talents internationaux, là, les talents rares ou des gens qui ont une spécialité dans des domaines où on a des pénuries de main-d'œuvre. Là. Donc, ça existe déjà. Les fédérations de municipalités font souvent des missions à l'étranger. Bon, je dis souvent, à l'occasion. Et le ministère des Relations internationales du Québec a aussi créé un programme pour aider les municipalités à se développer des activités internationales. Là où, dans les dernières années, ça a été le plus visible, c'est que les grandes municipalités, dont notamment la Ville de Montréal, mais la Ville de Québec aussi, joignaient des associations de municipalités partout dans le monde là, qui ont différents noms, mais qui visent à peser sur les négociations internationales, surtout autour des questions liées au changement climatique. Parce que les mesures d'atténuation des changements climatiques vont se faire beaucoup au niveau des villes. Donc, c'est toutes les politiques d'urbanisme, de transport en commun qui sont affectées. Puis, la
compétence des gouvernements nationaux comme le gouvernement canadien qui ne gère pas ces choses-là. Donc, c'est préférable que les villes défendent leurs intérêts directement elles-mêmes. Donc, elles le font déjà, mais en même temps, il y a toujours deux freins dans les villes. C'est le budget, premièrement. Oui. Puis donc, quand les situations financières des villes ont tendance à être plus difficiles, la première chose qu'on coupe, c'est les questions internationales parce que les citoyens ne comprennent pas. Et la deuxième chose, c'est l'intérêt personnel du maire. Donc, quand on a une mairesse qui est très intéressée par les questions internationales, on peut penser qu'un certain nombre de postes budgétaires puis d'assistants vont suivre, mais une fois qu'elle part, ça se peut que tout soit rayé de la carte. Donc, c'est la difficulté de la continuité des questions internationales. Mais justement, j'ai une étudiante au doctorat qui fait sa thèse sur ces questions-là puis qui m'a fait la démonstration que ça monte progressivement dans les villes du Québec. C'est très intéressant, ces travaux. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Peut-être Là-dessus, très, très rapidement. Oui. Moi, je pense que ça vaut la peine pour deux raisons. En ce moment, on n'a pas facilement accès à cette administration-là. En attendant, il faut faire autre chose. Il faut établir des liens avec d'autres élus quand même dans le pays. Et il y aura un après-Trump. Et souvent, des élus municipaux, des élus d'État sont les vedettes de demain. Il y en a dans les deux formations politiques. Oui. Et d'établir ces liens-là dès à présent, ça peut être extrêmement payant plus tard quand quelqu'un se retrouve au sein de la Maison-Blanche. Et je donne un exemple. Je me rappellerai toujours de ça. On avait reçu un démocrate de l'Illinois à la chaire Raoul Dandurand il y a un petit moment. Qui nous avait dit écoutez, il faut établir ces liens-là, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Et il dit moi, j'ai pas suivi le conseil que je vous donne en ce moment. Et à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un qui s'appelait Barack Obama, qui est un élu d'État, et j'estimais que c'était plus ou moins important de lui parler. Et on connaît l'histoire, on connaît la suite. Il est devenu président des États-Unis et le gars qu'on a reçu s'en mordait les doigts. Il nous disait, commencez à regarder les jeunes, les vedettes dans les deux formations politiques parce que vous ne savez jamais où ils peuvent se retrouver, ces gens-là, un peu plus tard. Oui, d'ailleurs, on a C'est extrêmement senti quand même important. un intérêt pour l'élection du maire de New York là, Oui, au Québec. Effectivement, c'est peut-être le temps de réactiver certaines relations. Dans le passé, j'avais déjà regardé les jumelages de la ville de Montréal. Tu sais, Montréal a des jumelages avec Lyon, avec des villes en Asie, des villes un peu partout dans le monde. Mon souvenir, c'est qu'il y avait à peu près 12 jumelages, mais il n'y avait aucune ville américaine. Ça m'avait paru hyper étonnant. Oui, effectivement. Un mot de la fin pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on devrait suivre dans les prochaines, je dirais, heures, journées? Bien, effectivement, moi, j'ai surtout les yeux rivés sur les élections de mi-mandat. La grosse question que je me pose, là, puis c'est pas délicat comme question, c'est est-ce que les États-Unis sont toujours une démocratie compétitive? Donc, autrement dit, est-ce qu'il peut y avoir des changements de pouvoir? Est-ce que les démocrates peuvent être capables de reprendre un jour la présidence? C'est grave comme question. Pour l'instant, je pense que oui. Les démocrates ont réussi à faire des gains significatifs dans plusieurs élections dans les derniers mois. Mais avec le redécoupage des circonscriptions dans plusieurs États américains, le niveau de difficulté change. Avec la politisation de la justice aux États-Unis, on sent que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Ce qui fait que la grosse question pour moi, c'est est-ce qu'un jour, est-ce que les États-Unis sont en train de devenir un régime autoritaire ou encore une démocratie, très imparfaite, là, mais une démocratie quand même? C'est vraiment une question Si difficile. je ne me trompe pas, là, on aura peut-être la réponse, mais c'est assez habituel que les élections de mi-mandat, ça réaligne un peu les cartes. Oui, généralement, historiquement, le parti du président perd des sièges dans les deux chambres du Congrès. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est moins le cas au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Novembre, oui, les démocrates ont quand même des chances de reprendre la Chambre. Ils ont besoin de gagner 3 sièges à la Chambre, c'est pas beaucoup. Au Sénat, ils en ont besoin de 4. Au Sénat, c'est plus compliqué parce que la carte électorale les désavantage. Mais déjà, si les démocrates ont la Chambre à partir de janvier 2027, c'est une situation de cohabitation politique qui est embêtante pour Trump, si ce n'est que parce que le Congrès vote les budgets. Donc, Trump, il y a de l'argent là, dans les départements, dans les coffres dans l'administration, mais il y a une limite à ça. Il va devoir convaincre le Congrès d'adopter de nouveaux budgets pour poursuivre toutes sortes de ses politiques. L'expulsion massive des migrants non documentés, par exemple. Et il connaît le film parce que durant son premier mandat, il s'est retrouvé dans cette situation de cohabitation politique. Les démocrates avaient refusé de voter des budgets sur toutes sortes de projets, dont son mur américano-mexicain. Et les démocrates de la Chambre avaient lancé aussi une procédure de destitution contre lui. Ça avait été embêtant. Il ne veut pas revivre ce film-là. Ça va être important et intéressant à surveiller. Et quels seront les scénarios? Est-ce que
Est-ce que parce que c'est plus frustrant pour lui de faire ce qu'il veut en politique intérieure, il fait encore plus de politique étrangère? Mm. Si c'est ça qui se passe, ben là, il y a des conséquences pour le Canada, pour le Groenland et pour les Tout le Amériques, monde. comme je l'ai dit tantôt. Et bon, moi, je vais surveiller les midterms, c'est clair. Puis, dès le lendemain des midterms, je vais commencer à surveiller les présidentielles de 2028. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'au lendemain des midterms ou dans les semaines qui suivent, les candidats pressentis dans les deux formations politiques commencent à faire leurs annonces. Et dans le Parti républicain, j'ai hâte de voir si Trump va tolérer, en fait, qu'il y ait déjà une Des course qui aspirants, ouais. commence. Il va se faire voler le show. Il n'aime pas vraiment ça. Être un Et sitting c'est- duck. et c'est embêtant Qu'est-ce pour qu'on va faire J.D. Vance? J.D. Vance, Rubio. Est-ce qu'il va encore nous dire qu'il veut rester pour un troisième mandat? Des fois, il fait la blague aussi. Ah oui, avec sa casquette. Achetons du popcorn. Messieurs, merci beaucoup pour votre généreux temps. C'est très apprécié. Merci. Merci. Généreux temps, c'est très apprécié. Merci. Merci.